Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sachez que cette vidéo est un défi pour moi parce que je vais tenter de l'enregistrer en une seule prise, en solidarité avec vous qui passerez bientôt le grand oral et qui n'aurez pas une seconde chance pour recommencer vos phrases et votre oral. Alors, vous venez juste de terminer vos épreuves écrites, vous n'avez plus qu'une seule question en tête, comment faire pour réussir le grand oral? Et bien dans cette vidéo, je vais tenter de répondre de manière la plus concise possible. Et le premier élément de réponse que je peux vous apporter pour réussir le grand oral, c'est bien évidemment de le passer, mais surtout de le préparer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous le savez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, et ceux qui ne le font pas, corrigez vite votre erreur en vous abonnant à Twitter, YouTube et surtout Instagram où je suis le plus actif. Mais ceux qui me suivent, vous savez que j'essaie de vous accompagner tout au long de votre préparation de cet examen du CRFPA. Vous m'avez vu peut-être pendant les épreuves écrites, vous motiver, vous encourager à aller jusqu'au bout. Mais le bout, pour moi, ce n'est pas le bout de la semaine des écrits, c'est le bout de l'examen. Pourquoi? Parce que chaque année, je vois le même schéma se reproduire. Je vois les gens qui, à la fin des écrits, essaient de se corriger eux-mêmes. Et en arrivent à une déduction largement erronée, qui est la suivante. Mes épreuves écrites sont tellement ratées que ça ne sert à rien de passer le grand oral. Quelle erreur! Parce que parmi vous qui pensez ça, chaque année, j'en vois qui sont surpris des résultats d'admissibilité. Bien sûr, ils sont heureux de voir qu'ils sont admissibles, mais ils sont presque dégoûtés d'être admissibles, tant ils se rendent compte qu'il leur reste un temps très réduit pour préparer un examen, qui pourtant, si on devait mettre page sur page le contenu du programme de cet examen, ferait bien un tome de 1000 pages. Alors, pour vous, pour votre sécurité, préservez-vous, préservez les chances de réussite à cet examen que vous avez et préparez l'oral du CRFPA. De toute manière, vous n'avez rien à perdre parce que soit vous êtes admissible et vous remercierez votre propre personne d'avoir anticipé la préparation à cet examen du grand oral et de ne pas vous y prendre à la dernière minute, soit vous n'êtes pas admissible et alors vous jouirez de ce que j'appellerais le privilège du doublant, c'est-à-dire que lors de votre prochaine tentative, vous ne reproduirez pas des erreurs parce que vous y serez déjà préparé cette année. Lors de votre prochaine tentative, vous serez véritablement préparé et vous jouirez du luxe de vous dire « je ne pars pas de zéro, je pars d'une préparation et de cette préparation qui déjà été sérieuse, je vais encore continuer d'avancer jusqu'à la réussite de cet examen parce que lorsque vous ne réussissez pas cet examen, vous ne repartez jamais de zéro. Vous repartez de plus 50, de plus 70. Mais si vous ne préparez pas sérieusement cette tentative, alors la prochaine sera aussi dure et vos chances de succès l'année prochaine seront aussi élevées que celles de cette année que vous avez vous-même anéanti. Alors, allez au bout de cet examen, c'est dans votre intérêt et c'est dans l'intérêt de votre prochaine tentative. Ça vous évitera de vous mordre les doigts. Deuxième question que vous vous posez alors, c'est quand commencer les révisions de cet examen? Eh bien, le plus tôt possible, mais pas trop tôt. Pas trop tôt, ça veut dire que vous devez, pour avoir la tête vide et être capable de recommencer à réviser un programme qui se veut être dense, vous devez être parvenu à vous vider l'esprit pendant une semaine, 10 jours, 15 jours de vacances maximum après les écrits. Si les écrits se terminent un jeudi, accordez-vous jusqu'au lundi, 10 jours plus tard, avant de commencer à réviser intensément les épreuves du grand oral. De toute manière, pour ceux qui me posent la question de savoir est-ce qu'il faut réviser avec la même intensité les épreuves orales et les épreuves écrites, je n'ai pas de réponse à cette question parce que nous sommes tous différents. Nous n'avons pas tous les mêmes prérequis. Par exemple, quand je passais l'épreuve du grand oral, j'avais évidemment un avantage sur les autres. Un, parce que j'étais assez à l'aise à l'oral, mais deux, aussi, parce que j'avais fait un master protection des libertés fondamentales qui me donnait donc des prérequis pour le grand oral, prérequis que je n'avais par contre pas pour les épreuves écrites. Alors, comment savoir si on travaille suffisamment chaque jour? C'est très simple. Vous savez quel est votre objectif final parce que vous avez acheté un manuel pour réviser le grand oral ou parce que vous avez des fascicules de prépa.
Vous avez donc une visibilité sur le programme que vous avez à parcourir et à maîtriser. Eh bien, si chaque jour, vous voyez que l'avancée que vous avez faite, mise bout à bout pendant un mois et demi, vous permettrez de réussir à assimiler tout le programme, à maîtriser tout le programme et à vous laisser un temps pour vous entraîner, c'est que vous avancez assez vite. Mais surtout, gardez en tête que vous ne devez jamais avoir une vision trop pessimiste et que la pire chose à faire dans la préparation de cet examen, c'est de ne pas être objectif. Donc, chaque jour, arrêtez de vous dire « j'ai pas suffisamment avancé » avant même de vous rendre compte de ce que vous avez vraiment fait concrètement à la fin de cette journée. Parce que sinon, vous allez finir épuisé, comme pour les écrits. Rappelez-vous, maintenant que vous écoutez cette vidéo après les écrits, est-ce que vous vous êtes pas dit « j'aurais dû me reposer 1 ou 2 jours avant » si vous étiez beaucoup trop fatigué pendant la semaine des écrits? Bien sûr que si. Alors ménagez-vous. Je pense, si vous voulez vraiment un ordre d'idées, si vous voulez que je vous dise comment je faisais à l'époque pour réviser, ben, je commençais à 10 h et je travaillais jusqu'à 16 ou 17 h. Généralement, de 10 h à 16 h, je révisais la partie grand oral en parcourant mes fascicules. Ensuite, à 16 h, avant de quitter la bibliothèque universitaire, je feuilletais quelques actualités d'anglais pour essayer de me remettre en tête cette langue maudite, disons-le nous. Et puis, en rentrant chez moi le soir, j'avais généralement, en tout cas sur la fin de ma préparation, calé des entretiens avec des amis qui avaient réussi cet examen auparavant, ou des amis qui étaient à l'ENM, des amis déjà avocats, afin de m'entraîner avec eux. Le but était de maximiser le nombre de simulations au grand oral avec des profils de personnes différentes, de telle sorte que je serai préparé à n'importe quel type de jury, celui qui veut être gentil avec moi, celui qui a envie de me faire du mal. Parce que parmi mes amis, j'avais des gens très malhonnêtes. Question suivante, par où commencer les révisions du grand oral? Cette question, elle me paraît être importante parce que je pourrais vous répondre de manière bête et méchante en vous disant par la page 1 du fascicule jusqu'à la dernière page du fascicule. Mais je vais vous expliquer pourquoi cette réponse bête et méchante n'est en réalité ni bête ni méchante. Laissez-moi tousser une minute et je vais évidemment prendre l'exemple de mes fascicules puisque je les connais et que je vais pouvoir être certain que la méthodologie que je vais vous donner maintenant dans cette vidéo colle avec celle que j'ai tenté de développer à travers les pages de ce fascicule. Laissez-moi voir. Tout ça est réalisé bien sûr sans coupure pour vous prouver que cette vidéo est tournée en one shot. Mes fascicules, qu'est-ce que c'est? Tome 3, tome 2, tome 1. Vous voyez, voilà, mis dans l'ordre. 3 tomes. D'ailleurs, raison de plus de vous abonner à Instagram et à mes réseaux sociaux, c'est que je vais certainement les faire gagner très bientôt, dans la semaine certainement, avec également des codes constitutionnels de chez Dalloz pour accompagner les révisions avec un document autorisé le jour J. Bref, ces fascicules que vous pouvez retrouver évidemment sur le site de Cap Barreau, site de la prépa dans laquelle j'enseigne et dans laquelle vous pouvez vous inscrire pour faire des simulations avec moi, avec évidemment un code de réduction de 25% que vous retrouverez en description de cette vidéo. Mais ces fascicules, pour en venir à la pédagogie et à la méthodologie, ils ont une logique. Cette logique, c'est d'abord d'où nous vient cette notion de protection des libertés et des droits fondamentaux. Historiquement, qu'est-ce qui nous a mené à penser les libertés et les droits fondamentaux? Quelles sont les philosophies qui nous ont guidés jusqu'aux libertés et aux droits fondamentaux? Ça, c'est la première chose. Essayez de comprendre quelle est l'âme qui a guidé l'élaboration de ces libertés qui nous sont si chères aujourd'hui. Ensuite, une fois qu'on a ces libertés, en tout cas qu'on a leur philosophie, c'est-à-dire qu'on voit leur genèse, eh bien, cette genèse qui est jusque-là uniquement philosophique, il faut bien qu'elle soit consacrée dans des textes. C'est ce qu'on appelle les sources. Et c'est pour ça que c'est important de commencer par ces parties ennuyantes dans un fascicule de cours. C'est pour faire comprendre
comment la transformer une simple philosophie en un texte effectif. Mais pour qu'il y ait une effectivité du texte, il faut en arriver à un troisième point, le système de protection des libertés et des droits fondamentaux. Quelles sont les juridictions qui ont été créées? Quelle est la valeur qui a été donnée à chacun des textes qui rend effectifs ces libertés et ces droits fondamentaux? Une fois qu'on a vu ça, le système d'élaboration et de protection des libertés fondamentales et des droits fondamentaux, il ne nous reste plus qu'à les étudier un par un, une par une, de manière évidemment non exhaustive, sinon on n'y arriverait pas. Mais au moins toutes celles qui sont consacrées de l'article 2 à 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ou 18. Celles-ci, ce sont évidemment les plus importantes, si je puis dire, et c'est celles qu'il faut absolument maîtriser. Et chaque fois, lorsque vous étudiez une liberté ou un droit fondamental, vous devez comprendre quelle a été la genèse de sa protection, quel est le texte qui le consacre, quel est le système qui le rend effectif, et quelle est la portée de cette liberté, quelle est la portée de ce droit. D'accord? Donc voilà votre manière de réviser. Voilà votre manière de réviser sur le plan théorique. Parce que n'oubliez jamais que c'est un grand oral. Et donc ne cantonnez jamais votre préparation du grand oral au silence des révisions dans un fascicule. Et vous devez, pour réussir cet examen, vous entraîner à l'oralité. Parce que pour réussir cet examen, vous devez bien comprendre quelles sont les attentes de cet examen. Et ces attentes, elles sont énumérées dans l'arrêté qui fixe les modalités d'examen. Et le programme, c'est 1. Protection des libertés et des droits fondamentaux. 2. Culture juridique. 3. Restitution, expression orale, pardon. Et 4. Culture juridique. Est-ce que je me suis trompé? Je répète. Restitution des connaissances en protection des libertés et des droits fondamentaux. Culture juridique, expression orale et argumentation juridique. C'est ça que j'avais pas dit. Et donc, vous l'avez bien vu, il y a une partie importante de l'épreuve qui ne résulte pas de votre lecture des fascicules, l'expression orale et l'argumentation juridique. Et ça ne se travaille pas en lisant. Ça se travaille en pratiquant. Et dans une autre vidéo, dont vous aurez le lien certainement par là, eh bien, j'avais dit que pour s'entraîner à l'argumentation juridique, je vous recommande de prendre une feuille, la diviser en deux, tracer une colonne pour, une colonne contre, choisir un sujet en lien ou non, au début, avec les libertés fondamentales, et argumenter pour, argumenter contre, d'abord en écrivant vos arguments, ensuite en plaidant vos arguments. D'accord? Ça, c'est très important. Ensuite, évidemment, pour bien préparer votre épreuve, il vous faut savoir et préparer cette épreuve avec les ouvrages que vous allez utiliser le jour J. Alors, la plupart d'entre vous, je le sais, aiment travailler avec le code constitutionnel. Pourquoi pas? Moi, je ne le conseille pas forcément quand vous révisez dans un temps très court, parce que le code constitutionnel comprend évidemment tous les textes qu'il faut, comme un recueil de textes, mais il contient aussi un certain nombre d'annotations et de jurisprudence qui le rendent un petit peu trop exhaustif, dans le sens où, le jour J, lorsque vous serez dans la salle de préparation de l'examen de l'IEJ, vous allez peut-être être trop tenté de passer trop de temps dans ce code, alors que, au moment des simulations, vous vous rendrez compte que le temps à passer dans le code, il faut absolument le minimiser, tant l'heure de préparation passe vite entre l'analyse du sujet, la préparation du brouillon et un petit peu l'organisation de vos idées. Alors, vous pouvez avoir un document pour accompagner vos révisions, le code constitutionnel si vous le sentez. Sinon, vous avez aussi le choix entre le code, le code des droits de l'homme et des libertés fondamentales de LexisNexis, écrit par le professeur Joël Andrian Tsimbazovina, ou le recueil de textes d'Henri Oberdorf, Libertés fondamentales et droits de l'homme. Ces deux ouvrages sont assez similaires et surtout autorisés pour l'épreuve du CRFPA. Ces deux ouvrages contiennent en réalité un nombre important, pour ne pas dire tous les textes dont vous aurez besoin le jour de l'épreuve. Et je pense qu'en réalité, ces deux ouvrages suffisent amplement et vous évitent de perdre trop de temps dans les recherches annexes du jour J. Donc, si vous voulez absolument utiliser
le code constitutionnel et pourquoi pas, mais passez du temps avant l'épreuve pour le repérer et pour savoir exactement ce que vous allez chercher le jour J pour éviter de dépasser les 5 à 10 minutes de consultation d'un document et donc pour ne pas dépasser les 10 minutes où vous avez la tête ailleurs que sur votre brouillon. Ensuite, et je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo de conseils sur le grand oral que j'avais déjà tournée pour comprendre quelle est l'importance du non-verbal dans cette épreuve. Vous devez absolument passer l'essentiel de votre épreuve à regarder le jury et à interagir physiquement avec le jury. Je vous interdis donc d'avoir la tête rivée sur votre brouillon pendant toute votre épreuve. Faites comme moi pour cette vidéo. Vous prenez une page et vous écrivez des bullet points dessus. Rien de plus. Le reste, vous l'avez dans votre tête. Car n'oubliez pas que tout ce que vous êtes capable d'écrire sur votre brouillon, vous êtes capable de le réciter. Et donc, il n'est pas nécessaire que vous écriviez mot à mot tout ce que vous allez finalement après lire devant le jury. Et il est préférable que vous résumiez une idée en un mot, que vous lisiez ce mot et seulement ce mot lors de l'oral, pour tenir le regard ensuite de chacun des membres du jury et interagir avec eux, pour montrer votre aisance à l'oral, pour montrer vos capacités d'expression orale et pour, avec votre corps, attirer l'attention du jury sur les éléments sur lesquels vous aimeriez qu'ils rebondissent. J'aimerais insister sur un autre point et dernier point sur le plan méthodologique parce qu'après je pense qu'il faut vraiment que vous alliez voir l'autre vidéo, mais à partir du moment où on a en tête que cette épreuve, c'est beaucoup de non-verbal, mais aussi qu'il y a une erreur très commune qui est faite par les étudiants, c'est que cette épreuve, c'est 15 minutes d'exposé et 30 minutes d'entretien. C'est-à-dire que lorsque vous passez vos mois de révision sur les fascicules du grand oral, en fait, vous essayez d'apprendre par cœur un cours pour réciter un cours. Cette récitation ne peut être faite, et encore c'est une erreur, que dans le cadre de l'exposé, et pour l'entretien, eh bien vous pouvez rien faire. Pourtant, l'entretien, c'est 2/3 de l'épreuve. L'entretien, c'est que de l'improvisation. L'entretien, c'est que de la réponse spontanée et technique à une question qui se veut précise et technique. Donc, vous devez absolument apprendre à prendre la parole sans aucun support écrit ou le minimum de support écrit. Travaillez votre oralité. Faites des simulations avec votre prépa ou avec des amis. D'accord? Puisque je parle de avec ou sans prépa, je veux répondre à une question qui m'a été posée, qui est celle de savoir avec quels ouvrages réviser lorsque l'on n'a pas de prépa. Et pour cela, je ne peux pas être exhaustif puisque ma sincérité implique que je ne vous conseille que les ouvrages avec lesquels j'ai moi-même travaillé et avec lesquels je travaille encore parfois. Ces ouvrages, il y en a 2. C'est le manuel Droits de l'homme et libertés fondamentales de Henri Oberdorf et c'est ensuite le manuel de mon ancien professeur Xavier Bioy, Droits fondamentaux et libertés publiques. Quelle différence entre ces 2 ouvrages sans être trop précis parce qu'encore une fois, il y a une vidéo dédiée à ça dans laquelle je détaille précisément mon opinion sur chacun de ces ouvrages. La vraie grande différence entre ces 2 ouvrages, c'est l'exhaustivité. Le manuel d'Henri Oberdorf, si vous avez un mois pour réviser, c'est ce qu'il vous faut parce qu'il est beaucoup plus concis que le manuel de Xavier Bioy parce qu'il va directement au but, si je puis dire. Le problème, c'est que cette concision peut également vouloir dire parfois manque d'exhaustivité sur certains sujets où on a envie d'un degré de précision supérieur, notamment sur certains sujets qui sont des têtes d'épingle. Je pense notamment aux questions des sectes, je pense à la question de la prostitution. Ces sujets, de la liberté d'expression, ces sujets sont de manière très exhaustive développés dans le manuel de Xavier Bioy, dans lesquels vous avez des milliers de références jurisprudentielles à ne pas apprendre par cœur évidemment pour le grand oral, mais qui vous permettent d'illustrer un propos théorique et donc de comprendre à la perfection ce propos théorique. C'est pour ça que j'aurais tendance à vous recommander l'ouvrage de Xavier Bioy si vous estimez avoir le temps et ou si vous savez que vous êtes capable d'avoir un manuel exhaustif, dense, dans lequel vous êtes capable de filtrer ce qui vous est utile ou non.
Sinon, je vous recommanderais plutôt l'ouvrage d'Henri Oberdorf, qui se veut être plus concis, mais déjà quand même sacrément exhaustif, un petit peu plus coloré d'ailleurs que le manuel de Xavier Bioy, mais enfin, ça c'est assez caricatural. Dans tous les cas, avec ces deux ouvrages, plus un recueil de textes ou un code, vous en aurez largement assez pour passer dans les meilleures conditions votre examen du grand oral. Enfin, pour terminer, je veux surtout vous encourager dans cette épreuve et être certain que vous ne lâcherez pas. Sachez-le, vraiment rappelez-vous, et maintenant vous savez d'ailleurs que ce que je vous affirme, ce n'est pas juste pour vous motiver, mais c'est appuyé par des dizaines et des dizaines de témoignages qui vous ont peut-être motivé pendant les écrits, parce que vous êtes peut-être reconnu dans le profil de certaines personnes qui témoignaient en disant « c'est mort pour moi, j'y arriverai jamais » et qui finalement ont eu cet examen. Eh bien cette personne, c'est peut-être vous l'année prochaine. C'est tout ce que je vous souhaite. Révisez le grand oral, lisez vos fascicules, lisez vos manuels, surlignez-les. Ensuite, entraînez-vous tous les jours. Être à l'aise à l'oral, c'est pas être capable de parler beaucoup. Être à l'aise à l'oral, c'est être capable de parler bien, de manière claire, concise, précise, avec la technicité et la finesse qui est requise pour réussir à maintenir l'attention du jury et à le convaincre sans faire trop d'efforts. Révisez, ne lâchez rien. Si j'ai l'occasion de vous avoir en simulation, j'en serai très heureux au sein de la préparation Cap Barreau et j'espère que ces préparations vous aideront sur le plan méthodologique et sur le plan théorique. Dans tous les cas, entraînez-vous. Seul face à un miroir, filmez-vous, regardez votre vidéo, essayez de travailler de déterminer quels sont vos tics de langage, quels sont vos tics corporels. Travaillez dessus, maîtrisez-le, apprenez à vous exprimer grâce aux mots et grâce à votre corps. Faites en sorte que même lorsque vous doutez, eh bien ça ne se voit pas parce que vous êtes capable d'exprimer de la conviction à travers votre langage et à travers votre expression corporelle. Ne lâchez jamais. Tous vos défauts se travaillent. Un mois et demi, c'est assez long pour corriger tous vos défauts. N'oubliez pas qu'on vous demande simplement d'avoir 10 sur 20. C'est le minimum. Pour ça, il ne faut pas non plus être le plus grand des orateurs et le plus grand des protecteurs des libertés. En revanche, gardez en tête que pour moi, en tout cas, je suis très heureux que cette épreuve soit la dernière. Je suis très heureux que finalement cette épreuve soit une sorte d'entretien d'embauche pour vérifier si oui ou non vous êtes capable de plaider, car c'est un peu votre première plaidoirie devant une formation collégiale. J'en suis heureux parce que demain, que vous soyez fiscaliste, affairiste, plutôt dans le droit des étrangers ou je ne sais quoi, si demain les libertés fondamentales sont en danger, c'est tous les avocats qui devront se motiver. Et donc, c'est vous. Vous devez avoir cette sensibilité pour les droits de l'homme, pour les libertés fondamentales. Vous devez être capable de les défendre. Vous devez être capable de les défendre pour intégrer cette profession et potentiellement demain défendre l'état de droit. C'est ça votre responsabilité. C'est pour ça que vous allez réussir cet examen et c'est pour nous tous que vous allez le réussir, j'espère. Passez une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne période de révision. Je reste évidemment à votre écoute sur mes réseaux sociaux et je vous dis à très vite sur mes réseaux sociaux pour vous faire gagner un maximum d'ouvrages afin de vous aider dans cette préparation.